Notre voyage a commencé sur les rives sauvages de Terre-Neuve. Il y a des siècles, les marins vikings furent les premiers Européens à poser le pied sur le sol canadien. Maintenant, empruntons vers l'ouest ce chemin sauvage qui traverse les grandes plaines, les montagnes rocheuses et les canyons isolés jusqu'au vaste océan Pacifique. C'est une terre sauvage, aussi rebelle aujourd'hui qu'elle a pu l'être autrefois pour les explorateurs et les colons européens. Une terre où la nature règne toujours en maître. La plaine centrale du Canada est un tapis de prairies qui s'étend sur des centaines de kilomètres. C'est le royaume de la culture des céréales. Elle semble infinie, mais à l'ouest de la prairie, elle change soudainement de caractère. Ici, dans les Badlands de l'Alberta, les plaines cèdent au désert, à une terre vieille de plus de 60 millions d'années. Un pays dur et désolé dont les roches stériles se sont formées au temps des dinosaures. C'est en voyant ces terres et ce labyrinthe de canyons et de ravins qui leur inspira crainte et méfiance que les premiers trafiquants de fourrure français les ont nommés les mauvaises terres. Mais ce paysage sculpté et inquiétant détient à la fois une histoire riche et fascinante et une beauté surréaliste indéniable. Ces rochers, un mélange de gravier, de sable et d'argile, ont pris forme il y a des millions d'années, lorsque les montagnes rocheuses émergèrent de la croûte terrestre. Puis, il y a seulement 12 000 ans, les torrents et les rivières commencèrent à emporter le sol, creusant les roches molles et créant des gorges compliquées et ces piliers fortement érodés appelés houdous. Aujourd'hui, il ne reste que des petites parcelles de la prairie, perchées à ras de la roche. Pourtant, la vie s'accroche, même dans les endroits les plus menaçants des Badlands. Le lit de la rivière fournit de l'humidité à la raquette, un cactus qui ose pousser sur ses bords. Sa floraison jaune vif ne dure que quelques jours chaque printemps, mais son fruit, la figue de Barbarie, résiste avec ses aiguilles qui durent toute l'année. Tout près, le haricot des bisons, la marguerite jaune, la sauge et la vergerette surgissent et à leur tour nourrissent les insectes, qui eux-mêmes sont la proie des hirondelles de rivage, qui élèvent leurs petits dans les fissures de la gorge. Dans les Badlands, l'été, ces parcelles de prairies fourmillent d'activités. Mais où se trouve la vie, se trouvent les prédateurs. Voici un coyote. Il guette ses proies en permanence. Des oisillons, des souris et des spermophiles de Richardson appelés gaufres.
un des mets préférés du coyote est le tétras à queue fine qui pond dans les herbes hautes de la prairie. On pourrait penser les poussins une proie facile, mais ils savent d'instinct se figer au passage du coyote. Ça marche. Celui-ci, ne les voyant pas, s'en va chasser une proie plus facile. L'être humain ne joue qu'un rôle récent dans ce vieux continent qu'est l'Amérique du Nord. Ce sont les premiers peuples arrivant de l'Asie par le détroit de Bering qui découvrirent, il y a 15 000 ans, ces grandes plaines. Ces premiers Nord-Américains découvraient une terre morne. Le Canada était en grande partie recouvert de glace. Ils ont survécu en se dispersant et en formant des tribus indigènes qui nous sont familières aujourd'hui. La clé de leur succès était la chasse au gros gibier, principalement le bison, plus connu sous le nom de buffle. Aujourd'hui, le bison se fait rare sur les grandes plaines, mais au XVIIIe siècle, à l'arrivée des Européens, c'était une autre histoire. Isaac Cowie, trafiquant de fourrure de la baie de Hudson, s'étonnait. La terre tremblait nuit et jour sous le poids des déplacements de ces bataillons, en nombre si vaste qu'ils en étaient innombrables. Cette abondance de troupeaux de bisons surprenait les visiteurs européens. La plupart, comme Cowie, pratiquaient le troc en tout genre et étaient pressés d'exploiter le potentiel de leur nouveau monde. Mais tous devaient faire face aux défis intimidants de cette terre sauvage. Pour ces premiers Canadiens qui rêvaient d'explorer, de coloniser et de prospérer, les Badlands aux canyons profonds et aux falaises vertigineuses étaient le premier obstacle à surmonter. Pour le bison, l'arrivée des Européens ne présageait rien de bon. Le chemin de fer, les fusils et la croissance d'une population affamée ont failli provoquer sa disparition. Depuis 50 ans, maintenant protégés, les troupeaux repeuplent les plaines. Les vallées austères des Badlands dissuadaient les premiers Européens, mais les Pieds Noirs et les Cris, peuple amérindien, y survivaient au pied de ces gorges tout en les vénérant comme lieux mystiques. Enterrés dans l'argile, ils trouvèrent des os remarquables, trop grands et d'une forme étrange, ne ressemblant à aucune bête connue. Plus tard, les scientifiques européens identifièrent ces fossiles comme les restes des dinosaures qui erraient autrefois sur la prairie. Mais à l'ère des dinosaures, la prairie avait une allure différente. C'était une plaine côtière dotée d'un climat humide et subtropical, peuplée de dinosaures et de petits mammifères. Et soudain, en une nuit à l'échelle du temps géologique, le paradis terrestre disparut avec les dinosaures. Les siècles passant, les os fossilisés restèrent enterrés dans le sable et la boue. La création des gorges des Badlands par l'érosion a révélé un tableau rare et fascinant de la vie et de la mort des dinosaures. Un véritable trésor pour les paléontologues.
Les Badlands contiennent encore la plus grande concentration de dinosaures, tel l'Albertosaurus carnivore, probablement le prédateur le plus meurtrier qui ait jamais existé. La recherche continue sur l'une des plus grandes énigmes de la préhistoire. Comment et pourquoi ces dinosaures maîtres de la Terre et très évolués ont-ils pu disparaître si vite? De nombreuses théories existent, mais la plus plausible à l'égard des Badlands semblerait être un changement radical de leur habitat. Une sécheresse des marécages où vivaient les Albertosaurus et leurs semblables. Ces terres furent au temps des dinosaures une forêt subtropicale luxuriante. La rareté de l'eau et de la végétation dans les prairies transforme la vie en lutte continue. Dans le ciel des plaines, voici le signal de l'automne. Les majestueuses grues du Canada s'envolent vers leur refuge d'hiver, le golfe du Mexique. Les grues suivent cette même route depuis presque 10 000 ans. La migration des oiseaux est l'une des merveilles du comportement animalier. Traversant ce pays en 1790, le trappeur David Thompson observa la préparation migratoire annuelle des oies. Les 3 derniers jours, les oies se réunissent et forment des troupeaux de 40 à 60 ou plus encore. L'ordre donné, les uns après les autres, les troupeaux décollent. Ces oiseaux sauvages s'envolent en ligne droite, sans itinéraire apparent de leur lieu d'accouplement. Comment des oies arrivent-elles à faire de si longs voyages avec une telle précision géographique ? Aujourd'hui, dans les vallées inférieures où Thompson campa, se reproduit une bataille antique. Des mouflons mâles se battent en duel pour s'accoupler aux femelles du troupeau. Pendant que la neige tombe, les vallées résonnent du fracas de leur combat. C'est une épreuve de force. Un mâle adulte peut atteindre jusqu'à 136 kg et un duel peut durer jusqu'à 24 heures. Autant un défi d'endurance que de muscles. Il y a plus de perdants que de gagnants, et pour les perdants, un hiver solitaire les attend. L'indomptable Thompson, explorateur, géographe et commerçant, a été un observateur fidèle des grands espaces. Nul ne connaissait si bien leurs défis. À la fin, il avait arpenté plus de 5 millions de kilomètres carrés. Mais c'était en apercevant pour la première fois les Rocheuses canadiennes qu'il fut le plus ému. Enfin, nous apercevons les montagnes rocheuses, lumineuses, blanches. En avançant, d'immenses masses de neige apparaissent au-dessus des nuages, formant une barrière infranchissable, même pour l'aigle. Thompson contemplait ce que l'on nomme la ligne de partage des eaux. Cette suite de sommets qui commande le bassin versant des fleuves et des rivières vers les océans Atlantique, Pacifique ou Arctique.
Les peuples autochtones l'appelaient la colonne vertébrale du monde. L'immense champ de glace Columbia s'étend sur la ligne de partage des eaux. Recouvrant plus de 200 km², il alimente 30 glaciers et atteint environ 365 mètres d'épaisseur. En comparaison des étendues de glace hautes de 2 km qui recouvraient certains endroits au Canada lors du dernier âge de glace, cette masse est fort petite. Le poids de la calotte glaciaire écrasa tout ce qui se trouvait en dessous et la vie s'éteignit pendant des millénaires. Aujourd'hui, la plupart de la glace a fondu, mais l'eau de fonte des glaciers qui restent alimente 3 grands cours d'eau, le Columbia, l'Athabasca et la Saskatchewan. Une par une, les vallées se sont libérées de la glace et petit à petit, l'immensité blanche vira au vert, tandis que la faune et la flore s'y installaient. Aujourd'hui, les hautes prairies hébergent des plantes rares. La spirante, une orchidée fortement parfumée, aux fleurs en forme de chapeau de soleil. La délicate beauté de l'orchidée masque sa ténacité. Celle-ci endure le long hiver de montagne sous quelques mètres de neige. L'âme authentique des grands espaces se trouve ici dans les montagnes rocheuses. Exprimant le sentiment d'un grand nombre, l'explorateur anglais William Francis Butler décrit ici son séjour en 1873. Celui qui a goûté à la liberté sans nom des régions sauvages de l'Ouest ressentira toujours la contrainte des limites de la vie civilisée. Dans la fumée et le brouhaha de la ville, dans la prière à l'église, dans la rue ou le salon, soudain le souvenir de cette grande terre solitaire ressurgit. Pour les amateurs de nature, les hautes et lointaines prairies, les préalpins des Rocheuses offrent une fenêtre sur la vie des grands espaces. L'été est bref ici, et la faune profite de l'occasion pour se nourrir, grandir et se reproduire. Le minuscule pika, le lapin le plus petit et le seul sans queue, profite de l'été en accumulant des réserves de nourriture pour les jours maigres de l'hiver. À l'opposé, le puissant grizzly ne se soucie pas de l'hiver. Il va hiberner. Un ours maigre ne survivrait sans doute pas à ce grand sommeil. Aussi consacre-t-il l'été à s'engraisser. Bien qu'il apprécie la viande, le grizzly mange de tout, des plantes, des baies et des insectes. Pour sa survie, il faut à chaque ours un très grand territoire. Si son habitat est abîmé ou diminué, son nombre décline rapidement.
Le grizzly, l'un des symboles le plus puissant des grands espaces, est devenu aujourd'hui le meilleur baromètre de la nature sauvage. Un spermophile du Columbia est un mets parfait pour le grizzly. Tout comme l'ours, cet écureuil terrestre s'engraisse pour l'hiver. Il hiberne aussi et à l'automne, il pèsera presque 1 kilo. Chaque gramme lui sera indispensable durant les 9 mois d'hiver dans les terriers à haute altitude sur les flancs les plus froids. Les plantes survivent difficilement à ces conditions extrêmes. Juste en dessous de la ligne des arbres, un arbre singulier lutte contre les éléments. La singularité de ce mélèze est que tout en étant conifère, il n'est pas à feuilles persistantes. Chaque hiver, il perd ses aiguilles et chaque printemps, ce duvet vert réapparaît. Le temps ici est tellement rude que la croissance du mélèze n'excède pas plus de 3 cm par an. Même lors des hivers les plus sévères, leur écorce, exceptionnellement épaisse, leur permet de tenir jusqu'au printemps. Le mélèze est l'un des grands survivants de la nature. Malgré leur fragilité apparente, ils vivent plus longtemps que les autres espèces. Quelques-uns ont des centaines d'années et atteignent 65 mètres. Comme toute la vie en altitude sur les versants des Rocheuses, le mélèze attend le rideau de nuages qui arrive du Pacifique avec son humidité vitale. Ici, il fait souvent un froid glacial, avec des orages et des tempêtes de neige, mais en hauteur, il ne manque pas d'eau. Plus bas, sur les flancs ouest de la montagne, le froid est moins intense et le climat plus doux encourage la végétation. La pruche de l'ouest et le cèdre rouge y poussent à profusion, des ruisseaux serpentent les vertes pâtures. Ces marécages de montagne conviennent parfaitement à tous ceux qui aiment l'humidité. Les champignons, les mousses et les lichens, souvent accrochés aux rochers qui encombrent les ruisseaux. Des espèces rares se cachent dans ces recoins. Des formes fantastiques de lichens de sol, cladines et cladonies, s'y trouvent en abondance. Les lichens poussent lentement et sans crainte, indigestes à presque tout herbivore. Même le wapiti, le cervidé le plus commun de ces régions, ne les mange pas. Les Shawnees les ont nommés wapiti à cause de leur culotte pâle. Ces cerfs préfèrent l'herbe, la lèche et l'écorce. Le wapiti est l'espèce la plus ancienne des cervidés. Leurs ancêtres sont arrivés de l'Asie avant les premiers peuples par le détroit de Bering. Les mâles peuvent peser jusqu'à 475 kg, l'orignal seul les dépasse. Ils sont d'une nature tranquille, sauf pendant la saison du rut, où ils deviennent des plus agressifs. Au temps du rut, personne ne souhaiterait une rencontre avec leurs ramures qui peuvent s'élever jusqu'à 1,50 m.
C'est dans ces rochers qu'on retrouve des indices d'un passé tout autre. Ces dentelles de fossiles sont encore plus anciennes que les dinosaures des Badlands. C'est tout ce qui reste des premières créatures multicellulaires qui apparurent il y a 515 millions d'années. Elles sont à l'origine de toute la flore et la faune sur Terre aujourd'hui. Ces fossiles vécurent et moururent au fond de l'océan. Mais ils se retrouvent à des milliers de mètres au-dessus du niveau de la mer à cause des mouvements énormes de la croûte terrestre qui ont créé ces montagnes. Les roches anciennes de certaines vallées sont à nouveau submergées par l'eau des lacs des montagnes, bien loin de l'océan. C'est l'eau douce de la fonte des glaces, avec des particules de limon et de minéraux en suspension, qui donne à ces lacs une intensité de couleur à couper le souffle et les fait briller comme des diamants. Ce n'est pas par hasard que ces lacs ont des noms de pierres précieuses, turquoise, émeraude, améthyste. Pour ces eaux, la tranquillité des lacs de montagne n'est qu'un passage, le commencement d'un voyage long et mouvementé vers le Pacifique à l'ouest. Les montagnes et les sommets situés sur leur chemin sont contournés ou traversés. Sur la Terre, la force de l'eau est telle que rien n'empêche la rivière d'aller à la mer. Nul obstacle ne résiste longtemps à l'eau. En se frayant un chemin à travers les montagnes, l'eau forge de nouveaux paysages. C'est la rivière Stikine qui forge le paysage le plus grandiose. Dans ces contrées éloignées de la Colombie-Britannique, la rivière tranche un plateau à 1220 mètres d'altitude et forme un canyon immense, plus de 80 km de long et 300 mètres de profondeur. La Stikine descend abruptement de 30 mètres sur une distance d'1,5 km. Par endroits, la roche dure volcanique résiste à la pression incessante de l'eau. Juste après sa jonction avec la rivière Tansia, la Stikine se fraye un passage dans une gorge de moins de 2 mètres de large. Les ancêtres du peuple Tahltan chassaient dans ces régions sauvages. La haute Stikine était vitale à leur quotidien. L'été, des bandes se réunissaient sur les rives afin de célébrer, pêcher et festoyer. Ils nommaient cette ressource précieuse la Grande Rivière. Des Tahltan habitent encore cette région et leur chasseur et pêcheur prit Kunugu, le gardien de l'eau douce. L'ancien terrain de chasse des Tahltan demeure une vaste étendue sauvage, quasi vierge
et inaccessible. La Stikine même est une gigantesque rivière qui draine une superficie plus grande que la Suisse. Son cours est magnifiquement varié et étonnant. Le canyon n'est pas le seul spectacle sur cette voie d'eau puissante. À sa source se trouve le plateau Szpadzisy, plus de 600 000 hectares de toundra et de forêt, entourés des montagnes dans la brume de la chaîne Eagle Nest, le nid d'aigle. Le plateau Szpadzisy, terre sauvage par excellence, qui se définit par des grands espaces sans intrusion de l'homme. C'est le paradis des grands mammifères du Canada, l'orignal, l'ours, le caribou, ainsi qu'une foule de plus petites bêtes. Autrefois, cette richesse de la faune existait sur tout le continent. Aujourd'hui, on ne la trouve plus que dans ces grandes étendues sauvages. Plus en aval, sur la Stikine, vient un changement de paysage. Les forêts luxuriantes cèdent le pas à un paysage lunaire exempt de tout signe de vie. Vieille de quelques millions d'années, la zone volcanique qui entoure le mont Edziza fait partie de l'anneau de feu de la ceinture du Pacifique. La lave qui a coulé des volcans bloque le chemin de la rivière Stikine. L'obsidienne, cette substance noire luisante comme du verre, fournissait autrefois les outils de coupe au Tahltan. Le mont Edziza domine le plateau et la faille que constitue la Stikine, témoignage de l'instabilité de la Terre. Un seul animal y vit sans effort. La chèvre de montagne, qui arpente ces falaises, vit à 300 mètres au-dessus de la Stikine. Cet animal funambule s'est adapté à une vie où même le prédateur le plus acharné n'oserait pas s'aventurer. Équipées de muscles puissants pour grimper et de sabots à coussins agrippants, ces chèvres trouvent prise partout. Les chevreaux le font d'instinct. La moindre erreur serait fatale, mais le danger de mort ne les empêche pas de faire la sieste dans un des endroits les plus spectaculaires du monde. Le hameau de Telegraph Creek se trouve non loin de l'habitat vertigineux des chèvres de montagne, la seule tentative d'habitat le long de cette partie périlleuse de la Stikine. Il existe depuis les années 1860, lorsque des Européens qui travaillaient sur la ligne télégraphique mondiale s'y établirent. Les conditions extrêmes de ce terrain ont fait beaucoup de victimes. Le projet fut abandonné par la suite à cause de l'installation du câblage transatlantique sous-marin. Les colons quittèrent Telegraph Creek, aujourd'hui petite communauté isolée, peuplée en majeure partie de Tahltan. Il y a eu d'autres tentatives de l'homme pour investir la beauté frappante de la Stikine, dont tout récemment des projets hydroélectriques. Mais même un barrage au point le plus étroit du canyon serait un tel défi de construction que cette terre sauvage est restée intouchée. Jusqu'ici, la sauvage Stikine a été protégée par son isolement de ses extrêmes climatiques et géologiques.
sa puissance brute et sa beauté naturelle demeurent. Enfin, la Stikine, devenue large et majestueuse, atteint la mer. Tout comme les premiers explorateurs européens à la fin de leur odyssée à travers les terres les plus sauvages du Canada. L'été 1793 vit l'arrivée de l'Écossais Alexander Mackenzie au service de la Compagnie du Nord-Ouest. Il atteignit le littoral du Pacifique à l'embouchure de la rivière-fleuve Bella Coola. Lui et ses compagnons y virent un paradis terrestre incomparable. Le climat doux, la faune abondante, faisaient de cette côte ouest du continent un véritable pays de cocagne. Mackenzie rêvait de créer un réseau de commerce à travers le Canada. Sur la côte, il trouva des richesses naturelles qu'il recherchait, mais également rencontra d'énormes problèmes. L'hostilité des peuples autochtones, l'impénétrabilité des terres et des distances décourageantes. Mackenzie pesa le pour et le contre et se décida à abandonner son rêve. Mackenzie redoutait ces grands espaces sauvages. D'autres les avaient adoptés en acceptant de vivre autrement. Depuis des siècles, les autochtones, si hostiles à Mackenzie, habitaient le littoral. Leur communauté avait prospéré grâce aux richesses de la mer. Ils chassaient, ils cueillaient et ils pêchaient, profitant de l'abondance saisonnière et des matières premières qui les entouraient. Grâce à ce mode de vie, la nature sauvage leur était devenue une alliée. En suivant le littoral depuis Bella Coola, nous arrivons à la baie Knight Inlet. Accessible uniquement par la mer, c'est l'illustration parfaite d'une zone sauvage côtière. Coupant à travers 138 km de la chaîne côtière, tel un fjord norvégien, Knight Inlet est encerclé de sommets déchiquetés et d'une épaisse forêt. C'est le pays de l'ours noir et du grizzly et le repère de centaines d'espèces sauvages. La vie marine emplit ses eaux, mais chaque été, l'arrivée de milliers de saumons remontant la rivière pour frayer est une aubaine qui attire les épaulards ou encore orques dans ce bras de mer. Le plus rapide des mammifères de la mer, l'orque, chasse en groupe, communiquant par des cliquetis et des sifflets. Chaque groupe détient son propre signal, donc aucun risque de confusion. Certains groupes reviennent à Knight Inlet tous les ans afin de faire leurs petits. Pendant une période de 6 mois, des baleineaux se nourrissent du lait maternel avant de partir au large. Les jeunes enfin sevrés, le groupe retourne en mer. Ils peuvent alors longer l'archipel de la Reine Charlotte, un chapelet de plus de 150 îles à 50 km de la côte de Colombie-Britannique. L'archipel doit son nom à la femme du roi d'Angleterre George III. Mais le nom aborigène est Haida Gwaii, les îles du peuple. C'était l'habitat ancestral des Haida et leur totem sculpté s'y dresse toujours. Bien que des Haida vivent toujours sur ces îles, nombreux sont les villages désertés.
Sur ces totems, on retrouve des symboles qui racontent la vie de chaque communauté. C'est le témoignage d'une tradition artistique accomplie et singulière à ce continent. Le savoir-faire de ces œuvres a été transmis aux nouvelles générations. Selon les croyances Haïda, ces totems ont été laissés sur place pour permettre au cycle de la nature de continuer sa course. La vie sur l'archipel de la Reine Charlotte est dominée par la nature. Sur le littoral rocailleux, les bassins formés par les marées grouillent de pieuvres, de moules, de crabes, d'oursins et d'étoiles de mer. Certaines espèces de la faune et de la flore suivent une évolution différente de celle du continent. De nombreuses espèces continentales n'existent pas sur les îles, alors que d'autres ont évolué en sous-espèces uniques, telles l'ours noir et la martre des pins, qui sont d'une taille plus imposante que leurs cousins du continent. Le long du littoral règne une constante activité. D'innombrables oiseaux marins nichent sur les îles côtières, attirés par l'abondante nourriture qui se trouve dans les estrans et les flaques. Plus impressionnant encore, les pigargues à tête blanche se rassemblent par milliers chaque année dans les forêts côtières. La flore de l'archipel de la Reine Charlotte est démesurée. D'immenses colonies d'épinettes de sitka, de pruches et de tuyas géants dominent les collines. Certains de ces colosses vivent leur millième été. L'archipel se dresse au beau milieu du passage des vents porteurs de pluie. L'humidité est donc perpétuelle, ce qui est fatigant pour l'homme, mais merveilleux pour la nature. C'est aussi une protection contre les incendies de forêt. Un tel niveau d'humidité permet une explosion de mousse et de lichen. La mousse s'accroche sur les branches d'arbres tombés, créant ainsi l'effet d'un tapis spongiforme. Les mousses coton à feuilles ondulées, celles à feuilles pliées, celles à feuilles triangulaires, ont des formes surréalistes. Elles contribuent à l'ambiance surnaturelle de ce paysage unique. La région la plus éloignée de l'archipel de la Reine Charlotte est devenue le parc national Guay'anas et un site Haïda du patrimoine mondial de l'UNESCO. En langue Haïda, Guay'anas signifie « endroit des merveilles », ce qui lui correspond parfaitement. Il n'y a pas de route ici. La magnificence de cette nature humide ne peut survivre qu'intacte. L'équilibre est si ténu que la moindre interférence pourrait avoir des conséquences dramatiques. Ici, l'océan est lui aussi une réserve écologique interdite à la pêche et à l'exploitation de ses ressources. Les Haïda travaillent avec le parc afin d'assurer la préservation de ces terres sauvages de l'archipel de la Reine Charlotte pour les générations futures. Une fois la nature détruite, elle ne saurait être recréée. Les écosystèmes ne peuvent être copiés. Si on coupe les forêts d'origine,
elles ne pourront jamais se reproduire. Entre l'archipel de la Reine Charlotte et le continent se trouve l'île Princesse Royale, le plus grand vestige de la forêt tempérée originelle au monde. Vaste trésor naturel de plantes rares, d'oiseaux et d'animaux, on y trouve une espèce extrêmement rare qu'il faut protéger. C'est l'ours Kermodi, connu auparavant par les peuples tsimshiens de l'île comme l'ours esprit. L'ours esprit n'est pas un albinos. C'est un ours noir avec la truffe brune, les pattes et les yeux noirs. Mais environ un ours sur 10 naît avec un gène récessif, lui donnant un pelage blanc. D'après la légende tsimshienne, l'ours esprit était un cadeau de Corbeau le Créateur. Sa blancheur, une façon de rappeler à son peuple que la terre fut autrefois froide et recouverte de glace. Les visiteurs affluent pour voir l'ours esprit, mais sur cette île désormais inhabitée, les ours sont protégés et libres de parcourir leur territoire inviolé. Mais il n'y a plus que l'ours esprit ici. C'est un des derniers endroits sur Terre où existe encore un tel Éden originel. Une fois perdu, on ne pourrait le remplacer. Comme tout ours de l'île Princesse Royale, l'ours Kermodi doit sa survie aux saumons qui viennent frayer. Le reste de l'année, il se contente de baies, de plantes et d'insectes. Mais pour passer l'hiver, ils doivent s'engraisser. Heureusement pour eux, le saumon rose arrive. Le plus petit des saumons, le rose, choisit des lieux de frai non loin de la côte. Les saumons roses doivent toutefois affronter des courants violents, des chutes d'eau et les ours qui les attendent. Les ours ont acquis toute une série de ruses, dont la patience, et ça ne les dérange pas de se mouiller. Avec un peu de chance, il y aura quelques restes pour les oiseaux. À l'apogée de la saison, les ours se gavent à ne plus pouvoir bouger, mais cela ne semble pas les arrêter pour autant. Les saumons qui parviennent à éviter les ours continuent vers l'amont, dans les rivières et les torrents où ils ont vu le jour il y a plusieurs années. Exténués par leur odyssée, ils pondent leurs œufs et une fois leur mission accomplie, meurent.
David Thompson était l'un des explorateurs européens qui comprenait et appréciait l'Ouest canadien. Il écrivit « La Terre est une divinité et elle est vivante. Les Indiens ne peuvent définir de quelle vie il s'agit, mais si elle n'était pas vivante, elle ne pourrait donner ni continuer à donner la vie aux choses et aux animaux. » Ce vaste héritage de beauté sauvage a captivé des générations. La puissance brute de la nature nous rafraîchit l'esprit et nous inspire comme rien d'autre ne peut le faire. C'est le don unique de la nature sauvage.